Bonjour à tous, à toutes, et merci. Donc, je remercie également pour l'invitation pour parler des biostimulants. Moi, je ne vais pas présenter Ritmo. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous connaît actuellement. Donc, je vais passer directement à la présentation. Donc, j'ai prévu une présentation en trois parties. Ça va être une petite présentation. Donc, vous pouvez préparer des questions. Il y aura du temps. Pas de souci. Donc, première partie, je vais revenir sur la notion de biostimulant. Qu'est-ce que c'est que le biostimulant, en rappelant un petit peu la terminologie qui existe actuellement sur le marché, la typologie de ces biostimulants et les modes d'action. Après, je vais parler de la situation et des exigences réglementaires actuelles ou futures. Pourquoi? Parce que ce sont des nouveaux intrants en agriculture, donc la situation réglementaire s'éclaircit petit à petit. Et puis après, je vais aborder la question de l'évaluation des biostimulants avec deux volets. Un premier volet sur l'efficacité de ces biostimulants et un deuxième sur l'innocuité. Et je donnerai pour finir un petit exemple sur l'impact au niveau du sol. Vous allez aussi revoir quelques 2-3 slides qui ont été déjà présentés, que ce soit par Sabine, des infos par ici, par là. Donc voilà. Alors le biostimulant, donc c'est quoi? Alors moi j'ai regroupé dans le titre biostimulant et additifs agronomiques. Donc ce groupe-là, on va les constituer grosso modo de trois grandes familles. Donc la première, c'est ce qu'on appelle des stimulateurs de croissance et de développement. Mais on va trouver aussi au niveau du marché d'autres appellations, substances de croissance, biofertilisants, activateurs du sol, stimulateurs de la vitalité. Donc il y a plusieurs appellations possibles. À côté de ça, on va trouver un autre groupe qui est les stimulateurs de défense des plantes, donc des SDP. On va voir les définitions par la suite. Donc on va là encore trouver des potentialisateurs, des éliciteurs, etc. Donc d'autres noms, mais qui veulent dire la même chose. Et à côté de ça, on va trouver un autre groupe qui sont des additifs agronomiques, comme des chélatons, des complexants, les inhibiteurs d'uréase, des inhibiteurs de nitrification. Donc ce sont des produits qui vont être apportés simultanément avec des engrais, mais par contre, on peut avoir, in fine, un effet indirect sur la plante qui ressemble exactement à celui d'un biostimulant. Alors, à côté de toutes ces appellations, on essaie, en tout cas en France, depuis déjà pas mal d'années, et maintenant au niveau européen, d'éclaircir et de définir un petit peu chaque groupe. Donc, j'ai repris quelques groupes, quelques définitions. Donc, le premier groupe, donc, ce sont les stimulateurs de défense des plantes, les SDP. Donc, là, j'ai repris une définition du RMT et l'ECITRA, qui est en train de changer de nom. Donc c'est défini comme toute substance ou micro-organisme vivant non pathogène et qui est capable d'induire donc une réponse de défense qui conduit à une meilleure résistance de la plante face à un stress biotique. Donc là, on est vraiment contre un stress biotique. Pour les biostimulants des végétaux, donc j'ai repris, on va revenir dessus, donc la définition qui a été votée donc le 27 mars cette année, donc au niveau européen. Donc un biostimulant des végétaux est un fertilisant européen ayant pour fonction de stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment, et c'est assez important ce mot-là, des éléments nutritifs qu'il contient. Donc, vraiment pour les distinguer de la partie fertilisante. Pour les additifs agronomiques, donc j'ai repris une définition de l'ANSES. Et qui sont des constituants visant à donner à une matière fertilisante une propriété nouvelle que ne permettaient pas les composants principaux de cette matière. Donc là, j'ai donné tout à l'heure l'exemple des inhibiteurs, etc. Donc voilà pour les définitions. Au niveau de l'origine et la nature de ces ah oui, pardon. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais parler uniquement des biostimulants des végétaux. Je ne parlerai pas ni des SDP ni des additifs agronomiques. Alors, pour ce groupe-là, une étude donc, que Ritmo a réalisée pour le ministère en
2014. Donc j'ai repris quelques informations sur l'origine et la nature. Donc on va trouver un premier groupe qui est soit des organismes vivants, soit des substances issues du vivant. Donc on va trouver bien sûr tout ce qui est biostimulant à base de micro-organismes, des extraits de micro-organismes comme les extraits de levure. On va trouver des extraits d'algues, des extraits de plantes, des extraits de macro-organismes comme la chitine. On peut rajouter aussi quelques extraits qui sont encore de la nouveauté, qui sont des extraits qu'on peut avoir à partir de matières organiques de type digesta ou d'un compost. Donc on peut aller plus loin pour extraire un complexe qui peut avoir une action stimulante. Deuxième groupe, donc, ce sont des substances de synthèse. Là, on est vraiment sur des substances chimiques synthétiques, comme des vitamines, des antioxydants. On en a parlé ce matin avec la présentation sur les algues, avec un groupe comme par exemple les polyphénols, etc. Et un dernier groupe, donc, qui est un groupe, celui-là, soit c'est des substances minérales, soit des substances extraites de minéraux. Des poudres de roche de type silicate, on va trouver donc des acides humiques, etc. Donc c'est un autre groupe. Là, je vais parler des modes d'action possibles de ces biostimulants. Donc on va distinguer plusieurs façons, plusieurs modes d'action. On a un premier mode d'action qui va agir sur la partie végétative de la plante, sur la croissance, donc via la partie végétative. Donc, amélioration de la photosynthèse, comme une augmentation de la teneur en chlorophylle dans la feuille, etc. Meilleur échange gazeux, et notamment pour tout ce qui est stress abiotique, stress hydrique notamment. On peut aussi avoir des effets directs sur la croissance cellulaire, donc vraiment sur la croissance de la plante. Sur la synthèse des sucres, des amidons, donc des voies métaboliques qui vont pouvoir différencier la croissance. Voilà. Après, on peut avoir des effets sur la production, sur la qualité de la production, sans parler de l'effet sur le rendement au niveau quantitatif. Donc là, on reste sur des aspects qualitatifs comme la teneur en sucre, la teneur en protéines. Qualité physique, la fermeté d'un fruit, donc tout ça, ce sont des paramètres qu'on va trouver sur la partie fruits et fructification. La précocité, donc ça peut être aussi intéressant de produire un peu plus tôt ou plutôt de retarder. Donc tout ça, c'est des effets sur la qualité de la production. On va aussi avoir des effets potentiels donc directs sur la racine cette fois-ci. Augmentation de des radicelles, du volume racinaire. On peut avoir des effets sur l'absorption des éléments nutritifs. Donc on en parlait tout à l'heure, donc sur des effets par exemple sur les transporteurs du nitrate pour vraiment stimuler l'absorption des éléments nutritifs. Et enfin, un autre mode d'action qui est lui plutôt sur la rhizosphère, donc une interface racine-sol. Donc avec par exemple la fixation d'azote, donc pour des biostimulants à partir de micro-organismes. On peut trouver donc des mécanismes sur la solubilisation par exemple du phosphore, sur la chélation des éléments nutritifs, donc l'augmentation de cette biodisponibilité pour la plante. Et c'est là où on agit un petit peu simultanément avec les additifs agronomiques qui peuvent avoir le même rôle, mais qui va se traduire par la suite au niveau de la plante par une meilleure utilisation des éléments nutritifs. Donc voilà pour cette première introduction sur la typologie des biostimulants. Donc un petit aperçu sur l'aspect réglementaire, donc avec ce que je disais tout à l'heure, donc la définition en tout cas des biostimulants qui a été donnée et qui a été votée donc le 27 mars. Alors, qu'est-ce que le futur règlement européen il définit? Donc, c'est les biostimulants des végétaux. Donc, on va retrouver un petit peu celle de tout à l'heure. Donc, c'est un fertilisant européen ayant pour fonction de stimuler les processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient, et dont le seul but, c'est d'améliorer une ou plusieurs caractéristiques. Donc, c'est les 4 qui sont cités en bas: l'efficacité de l'utilisation, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives,
et la disponibilité des éléments nutritifs contenus dans le sol. Pour la petite histoire, en fait, c'est pas un et un ou, c'est que tout simplement dans la version française, c'est et ou plutôt dans la version anglaise, c'est ou, et la traduction en français, c'est devenu et. C'est pour dire que, voilà, même les versions disponibles officiellement, il peut y avoir des petites différences, mais qui sont vachement importantes au niveau de la suite, comment démontrer l'efficacité de ces produits. À côté de cette définition des biostimulants des végétaux, il y a aussi des caractéristiques spécifiques pour les matières premières qui peuvent entrer dans la formulation de ces biostimulants. Voilà, donc au niveau des exigences réglementaires, c'est-à-dire qu'est-ce que le futur règlement européen il impose pour ces biostimulants des végétaux. Donc on a d'abord une notion d'efficacité, donc le biostimulant des végétaux a les effets qui sont allégués sur l'étiquette pour les végétaux spécifiés, donc la notion d'efficacité, et on a une notion, donc des limites à respecter en termes de contaminants, mais ça concerne uniquement les éléments traces métalliques et des micro-organismes. Je vais revenir dessus par la suite. Il y a d'autres critères qui sont donnés dans le texte, mais dont la lecture reste quand même un petit peu, j'allais dire, floue pour l'instant. C'est l'alinéa 53, donc il dit que les fertilisants européens devraient être mis sur le marché uniquement s'ils sont suffisamment efficaces et ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité, pour l'environnement. Et que si, bien entendu, que ces biostimulants contiennent des substances qui sont concernées par les limites maximales de résidus, donc il faut bien montrer et garantir que le fertilisant n'entraîne pas un dépassement de ces LMR. Donc voilà pour les exigences réglementaires. Donc concernant les besoins d'une évaluation, autant sur la partie efficacité, il est clair que la première phrase a les effets qui sont allégués sur l'étiquette, donc on a besoin de montrer l'efficacité. On a les limites, là on a parlé tout à l'heure des méthodes analytiques, etc. Donc on peut faire des analyses, de montrer est-ce qu'on est bon ou pas. Par contre, sur le troisième point notamment, il n'y a pas, selon ma lecture en tout cas, il n'y a pas d'indication claire comment faire cette évaluation. On la retrouve, après il y aura peut-être une discussion là-dessus, on retrouve des informations qu'il faut faire cette évaluation de risque, mais par contre il n'y a pas de méthode qui est décrite. Voilà. Alors, donc là, je vais aborder la partie évaluation, l'évaluation des biostimulants. Je vais parler rapidement de l'évaluation de l'efficacité, puis après de l'innocuité. Donc ça va redire un petit peu ce que Dominique disait tout à l'heure, mais bon, présenter autrement, donc ça va. Alors, l'évaluation de l'efficacité, avant tout, c'est quoi? C'est la mise en place d'essais expérimentaux pour démontrer les revendications. C'est pas plus compliqué que ça. Dans un premier temps. Les points auxquels il faut être vigilant. D'abord, donc ça revient à comparer des plantes traitées et des témoins. Sauf que la réglementation nous dit que c'est indépendamment des éléments nutritifs que contient ces biostimulants. Donc ça veut dire qu'au niveau des témoins, il faut être vigilant. Et parfois, il est quasi impossible de refaire un témoin presque semblable au niveau des teneurs en éléments nutritifs, parce qu'il n'y a pas que le contenu en termes de concentration, il y a les formes qui vont agir, etc. Donc parfois, c'est pas évident. Le deuxième point de vigilance, c'est le choix des espèces. Sur quelle espèce il faut faire. Voilà. Comment extrapoler d'une culture à l'autre. Est-ce qu'on peut passer de l'épinard à la salade, à la carotte facilement. Les conditions, bien sûr, de culture et les itinéraires techniques. Est-ce qu'on fait des essais en plein champ? Est-ce qu'il y a les conditions est-ce qu'on est en conditions contrôlées? Donc voilà, les doses d'apport, les conditions de culture. Ensuite, il faut tout simplement mesurer des indicateurs qui vont démontrer ou évaluer en tout cas l'effet revendiqué. Et à partir de là, on peut démontrer ou pas l'effet revendiqué, mais
il y a quand même des questions qui restent posées sur le nombre d'essais. Est-ce qu'on en fait 2, 3, 50? Voilà, c'est pas la même chose. Et problème des statistiques, significativité, est-ce qu'on est à 95%, 90%? Est-ce qu'on parle des effets en pourcentage par rapport aux témoins? Donc voilà, donc toutes ces questions sont actuellement en cours de traitement. Donc au niveau européen, pour accompagner ce futur règlement, donc sur la partie efficacité, donc il y a dans le comité européen de normalisation, donc il y a un groupe de travail efficacité dans le TC 455 et on travaille actuellement sur 5 normes européennes pour démontrer l'efficacité. L'animatrice de ce groupe est là dans la salle, donc j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Donc voilà. Au niveau français, en 2017, il y a eu un travail donc, conjoint entre le RMT Fertilisation Environnement et l'AFPP, donc VGLIS, je crois actuellement qu'ils ont changé de nom. Eux, il y a eu l'élaboration d'une méthode générale dite la MG. Alors, il y a un G qui monte, la MG15, et qui donne des principes généraux pour démontrer l'efficacité des biostimulants. Donc c'est un travail qui mérite d'être cité parce qu'il aborde toutes ces questions et il date déjà d'il y a 2 ans. Voilà. Donc là, je vais parler de la partie iniquité. Alors, les exigences réglementaires du futur règlement européen. Donc, on a des seuils à respecter pour les éléments traces métalliques, le cuivre et le zinc. Et il y a des seuils pour les micro-organismes pathogènes. Donc là, on a 2 types de micro-organismes à mesurer. Donc, les salmonelles d'un côté, et soit Escherichia coli, soit les entérocoques. Et pour les biostimulants qui sont à base de micro-organismes, donc là, il y a une liste complémentaire de pathogènes à mesurer. Pour certaines matières premières donc, qui peuvent se retrouver donc, comme formulant de ces biostimulants, donc, le futur règlement donc, exige un enregistrement dans REACH avec un rapport de sécurité chimique couvrant l'utilisation en tant que biofertilisant, en tant que fertilisant. Pardon. Donc voilà. Là, tout à l'heure, on parlait des polluants organiques. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur sur les polluants organiques au niveau des biostimules, par exemple. Sur la troisième partie, donc, qui est le risque pour la santé humaine, animale et végétale ou la sécurité pour l'environnement. Donc, comme je dis, il y a cette phrase, mais il n'y a aucune indication sur comment et quand évaluer ce risque. Alors, pourtant, pour certaines matières premières, le même règlement européen, donc, il impose des tests écotoxicologiques pour évaluer le risque, notamment pour le sol. Donc, par exemple, pour certains polymères, le CMC9, pour ceux qui sont habitués qui ont vu le futur règlement européen. Donc, on a 3 tests aigus pour les plantes, un test aigu pour les vers de terre et un test d'inhibition de la nitrification. Donc, ils sont imposés. Et en plus de ça, le règlement impose que l'utilisation de ces biostimulants, de ces polymères-là, que le résultat, donc que ce soit au minimum 90% des témoins. Donc il y a 10% vraiment de marge, ce qui n'est pas du tout, ce qui est très très faible. Donc voilà. Ces 3 tests-là, ils sont déjà utilisés en France dans les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les matières fertilisantes. C'est assez classique. Alors pour le milieu terrestre, donc j'ai rajouté 2 autres tests, toujours dans l'objectif de l'évaluation des risques concernant l'écotoxicologie. Donc pour le milieu terrestre, donc on se retrouve avec aujourd'hui 5 tests qui sont facilement réalisés pour évaluer l'impact sur le compartiment sol. Et si on veut aussi le faire pour le compartiment eau, donc on a aussi 3 autres tests qui sont disponibles et qu'on utilise habituellement pour faire cette évaluation. Alors comment se fait l'évaluation? Donc une démarche générale, donc c'est là où je disais tout à l'heure
Dominique avait commencé à parler de ça. Tout d'abord, pour moi, la nécessité de l'évaluation dépend principalement des matières premières. Et il faut être vigilant sur les FDS, donc les fiches de données sécurité. Parfois, on a beaucoup d'informations sur ces FDS, à condition que les FDS soient d'un côté conformes au règlement européen et qu'il y ait un maximum d'informations. Souvent, on a des FDS où on a un manque de données, absence de données, etc. Et donc, parfois, ce n'est pas évident. Le principe de l'évaluation, c'est quoi? C'est d'abord de calculer ce que disait tout à l'heure Dominique, les PEC, donc les concentrations prévisibles dans l'environnement. Donc on va les calculer pour le compartiment sol, pour le compartiment eau, donc pour différents compartiments. Et donc ça, ce sont des concentrations qui vont dépendre des doses d'apport, des modes d'apport. Est-ce qu'on apporte directement au sol? Est-ce qu'on est sur une pulvérisation? Est-ce qu'il y a de la dérive ou pas? De la période d'apport. Est-ce qu'il y a de l'interception par la plante ou pas? Ensuite, les différents tests dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont des tests normalisés ou qui dépendent de l'OCDE, etc., vont permettre de calculer un certain nombre de concentrations de référence. Concentration létale, par exemple, si on s'intéresse à la mortalité. Concentration efficace, 50% si on s'intéresse à la mobilité ou autres indicateurs. La NOEC, donc concentration n'induisant pas d'effet pour ce test-là, pour ce micro-organisme-là. Ces différents tests, donc, une fois réalisés sur plusieurs indicateurs, donc, ils vont nous permettre d'estimer des PNEC, donc des concentrations prédictibles sans effet pour l'ensemble du compartiment. Et on va calculer le ratio dont on parlait tout à l'heure, le PEC sur le PNEC, qui est un indicateur de risque. Pour finir, donc, je donne un exemple qui est complètement fictif, d'un biostimulant à base d'un phénol qui est enregistré dans REACH. Donc, l'enregistrement dans REACH nous permet d'avoir des données qui sont plus ou moins fiables, mais en tout cas, ils sont là, qui caractérisent cette substance. Nous avons ici, par exemple, pour le sol, le PNEC, donc la concentration qui est sans effet. Donc là, on a par exemple une concentration de 136 microgrammes par kilo de sol. Traduite à l'hectare, ça nous donne entre 102 et 402 grammes à l'hectare, donc selon est-ce qu'on prend 5 cm ou 30 cm de profondeur. Et le raisonnement après, c'est que si la concentration prévisible dans le sol est supérieure à la PNEC, alors il y a un risque pour un ou plusieurs indicateurs donc terrestres. Et ce qui revient à dire que pour par exemple cet exemple, l'apport maximum au sol jusqu'à 402 grammes à l'hectare, a priori il n'y a pas de risque. Au-delà, il faut approfondir la question. Donc voilà, je vous remercie.